Au cours du XIIIe siècle, les Mongols ont conquis le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire du monde. Cette puissance mondiale stupéfiante est née de l'unification des 7 tribus mongoles sous la direction de Gengis Khan, dont le nom même est devenu synonyme de conquête. Proclamé souverain de tous les Mongols en 1206, Gengis et ses descendants ont envoyé des armées d'invasion dans toutes les directions, et à la fin de la vie du grand Khan, son empire comprenait une grande partie de la Chine et de l'Asie centrale. Les forces mongoles ont également pénétré en Asie occidentale et en Europe. Ils ont soumis une grande partie du monde arabe, détruisant Bagdad en 1258. La chrétienté latine dut faire face à toute la puissance de l'empire mongol lorsqu'ils attaquèrent la Hongrie et la Pologne. Sur les champs de bataille de Lenica et de Mohi, les Hongrois, les Polonais, les Croates et leurs alliés, y compris les chevaliers du Temple, allaient affronter la machine militaire pratiquement invincible des Mongols. Enfin, en 1260, les Mamelouks, champions de l'islam, se retrouvèrent pratiquement seuls à défendre le monde musulman contre la menace mongole. Aujourd'hui, dans Real Crusades History, nous allons plonger dans les invasions mongoles en Occident. Rejoignez-nous! En 1241, une invasion mongole à plusieurs volets a frappé l'Europe, avec la Pologne et la Hongrie prises pour cible simultanément. Batul, le petit-fils aîné de Gengis Khan, et le grand général Subotai ont marché sur la Hongrie. Pendant ce temps, une armée dirigée par Baïdar et Horda a attaqué la Pologne. En février 1241, Baïdar a incendié Lublin, traversé la Vistule gelée, puis attaqué et mis à sac Sandomierz, pillant le monastère cistercien local. Pendant ce temps, l'invasion de Baïdar serait opposée par le duc Henri le Pieux et sa coalition de cavaliers polonais et moraves, ainsi que quelques chevaliers templiers. L'affrontement décisif eut lieu lors de la bataille de Legnica, l'un des affrontements les plus déterminants de l'histoire des invasions mongoles. Les Polonais furent totalement surpris. Cependant, Baïdar et Horda étaient limités par la stratégie de Subotai et Batu, qui se concentraient principalement sur la Hongrie. Baïdar et Horda étaient censés empêcher une armée polonaise de venir en aide aux Hongrois. Bien que les deux armées mongoles opéraient sur des fronts différents, Baïdar et Horda restaient en contact étroit avec Subotai et Batu, afin que l'ensemble de l'opération mongole puisse être coordonné. Comme toujours, le système de messagerie mongole était remarquable. Des courriers se précipitaient entre la Pologne et la Hongrie à grande vitesse, de sorte que Subotai savait toujours ce qui se passait en Pologne. Pour semer le chaos, Bajdar et Horda ont divisé leurs forces en petites unités de raid. C'était risqué car leur armée était déjà assez petite et pouvait être submergée. Bajdar lui-même a mené l'avant-garde et s'est dirigé vers la capitale polonaise, Cracovie. En brûlant, pillant et terrorisant la campagne, Bajdar s'est approché à quelques kilomètres de Cracovie. La plupart des habitants ont fui. Selon la légende, pendant l'évacuation, un seul trompettiste est resté sur une tour, sonnant l'alarme, jusqu'à ce qu'il soit tué par une flèche d'un archer mongol. Lorsque les Mongols sont arrivés, la ville était déserte, les habitants s'étant tous cachés dans les bois. Le 24 mars, Baïdar a réduit Cracovie en cendres. À ce jour, l'alarme du trompettiste de Cracovie est toujours commémorée par le service d'incendie de la ville. Un trompettiste joue l'appel depuis les 4 coins de la tour de la cathédrale, mais l'appel n'est jamais terminé, s'interrompant brusquement au moment précis où le guetteur a été frappé à la gorge par un archer mongol. Baïdar et Horda ont convenu de se retrouver à Breslau. Une fois que Baïdar est arrivé à la ville, il a constaté qu'elle avait déjà été abandonnée, ses habitants s'étant réfugiés dans le château fortifié. Avant l'arrivée d'Horda, Baïdar a décidé d'assiéger le château de Breslau.
Cependant, il reçut des rapports de ses éclaireurs indiquant qu'une armée polonaise, sous le commandement du duc Henri le Pieux de Silésie, s'était rassemblée à Legnica, à environ 40 miles de là. Pendant ce temps, le roi Venceslas de Bohême voyageait avec son armée pour rejoindre Henri. Bédard jura d'empêcher ce rendez-vous entre les deux forces chrétiennes. Abandonnant le siège, Bédard envoya un message à Horda pour qu'il le rejoigne immédiatement à Legnica avant l'arrivée du roi Venceslas. L'armée rassemblée à la hâte par Henri à Legnica n'était pas nombreuse, comptant peut-être 7 ou 8 000 hommes. Son infanterie était composée principalement de paysans non entraînés et non protégés, dont beaucoup brandissaient guère plus que leurs outils agricoles. Un contingent morave était présent sous le commandement du margrave de Moravie. Un petit contingent de Templiers français était également présent, bien armé, mais ne comptant qu'environ 70 hommes. En dehors de ceux-ci, le duc Henri lui-même dirigeait une force de chevaliers silésiens expérimentés et bien armés, ainsi que quelques mercenaires compétents. Mais dans l'ensemble, la majeure partie de l'armée chrétienne était composée de levés mal équipés et inexpérimentés, avec seulement une petite force de cavalerie compétente. La situation était en effet critique. Horda rejoignit Bédard et ensemble, ils s'approchèrent de Legnica. Leur cavalerie, comptant entre 6 et 7 000 hommes, était légèrement inférieure en nombre à la force occidentale, mais sa qualité était bien plus homogène. Le 9 avril 1241, le duc Henri avança depuis la ville pour affronter les Mongols. Malheureusement, il ignorait que le roi Venceslas était en route avec son armée. Sur la plaine à l'extérieur de la ville, le duc forma son armée en 4 divisions. Au centre, Henri plaça ses propres Silésiens, les Templiers et les Moraves. Au début, l'avant-garde mongole avança et Henri envoya sa propre cavalerie silésienne à sa rencontre. Les Mongols lancèrent une pluie de flèches qui repoussa les Silésiens. Henri envoya les cavaliers de Grande-Pologne pour renforcer les Silésiens. Les Mongols se replièrent alors. Henri avança ensuite avec ses propres cavaliers et les Templiers, prêts à lancer une charge décisive. Cependant, les réserves mongoles avancèrent alors sur chaque flanc. Les Mongols saisirent l'avantage et bombardèrent les chevaliers chrétiens de flèches. Cela fit perdre la cohésion à la cavalerie d'Henri. À ce moment crucial, les Mongols lancèrent des bombes fumigènes derrière l'arrière de la cavalerie occidentale, ce qui sépara les chevaliers de leur infanterie. Cela créa une confusion maximale. Les Mongols attaquèrent avec de lourdes lances pour achever leurs ennemis. Il y eut des combats intenses, mais les chevaliers chrétiens furent vaincus, abattus un à un alors qu'ils luttaient contre la cavalerie mongole tournoyante. Une fois cela accompli, les Mongols chargèrent l'infanterie occidentale inexpérimentée et mal armée, qui fut massacrée. La bataille de Legnica s'est achevée. Les Mongols avaient remporté la victoire. Les pertes pour les Polonais et leurs alliés furent lourdes. Horriblement, les Mongols comptaient leurs adversaires morts en coupant une oreille à chaque homme tombé, les rassemblant dans 9 grands sacs, puis les envoyant à Batou et Subotaï. Le grand maître des Templiers consigne les pertes de son ordre lors de la bataille. 9 frères, 3 chevaliers, 2 sergents et 500 hommes d'armes. Ces 500 hommes d'armes étant sûrement des paysans locaux enrôlés comme fantassins. Le duc Henri a tenté de fuir avec 3 gardes du corps. Les Mongols l'ont poursuivi, abattant les assistants du duc un par un. Ayant capturé Henri lui-même, les Mongols lui ont coupé la tête. Et, dans une démonstration horrible, ils ont hissé sa tête au bout d'une lance pour la parader devant la citadelle de Legnica. Cela a terrifié les citoyens qui s'étaient réfugiés à l'intérieur des murs de la forteresse.
Après le départ des envahisseurs, la veuve du duc a fouillé le champ à la recherche de son corps. Lorsqu'elle trouva le cadavre décapité, il était tellement mutilé et défiguré qu'elle ne put le reconnaître qu'à cause de l'orteil supplémentaire sur son pied gauche. Lorsque la nouvelle de la défaite polonaise à Legnica lui parvint, le roi Venceslas se retira pour rassembler des renforts de Thuringe et de Saxe. L'avant-garde mongole le rencontra à Kłodzko. Renforcée par des troupes supplémentaires, l'armée de Venceslas était suffisamment puissante pour repousser l'ennemi et la cavalerie chrétienne parvint à faire reculer les Mongols. L'avant-garde mongole se retira. Baïdar et Horda avaient subi de lourdes pertes lors de la bataille de Legnica et comprirent qu'ils n'avaient pas les forces nécessaires pour vaincre le roi Venceslas. Se divisant en plus petits détachements, ils ont pillé la Moravie, puis se sont retirés en Hongrie où ils devaient rejoindre l'armée principale mongole sous la direction de Subotai et Batu. La bataille de Legnica avait été une victoire claire pour les Mongols, mais elle avait été coûteuse. Les pertes subies par les Mongols ont limité leur capacité à poursuivre la campagne, surtout avec l'armée du roi Venceslas encore intacte. Néanmoins, l'invasion a tellement dévasté les villes de Silésie et de Moravie que de nombreuses régions ont été presque désertées. Les dirigeants locaux ont fait venir des paysans d'Allemagne pour restaurer les populations décimées. Les forêts et marécages de la région avaient été une bénédiction. Ici, de nombreux paysans se sont cachés des assaillants et ont survécu. L'invasion mongole de la Pologne avait atteint ses objectifs. Subotai avait chargé Baïdar et ses collègues d'empêcher les Polonais d'apporter leur aide à la Hongrie. En battant le duc Henri de Silésie à la bataille de Legnica, Baïdar avait précisément atteint cet objectif. Cependant, comme en Hongrie, les pertes mongoles en Pologne avaient été considérables et ce fut une campagne difficile et âprement disputée. Pour les Polonais, l'invasion avait été presque apocalyptique dans sa nature. Les Mongols avaient semé la destruction et la mort partout où ils étaient passés, laissant leurs victimes s'interroger sur la colère de Dieu à leur égard. La bataille de Legnica est restée dans la légende pendant des siècles. On a longtemps cru que des hospitaliers et des chevaliers teutoniques étaient présents à la bataille, bien que l'historien Pierre Jackson affirme que seuls les Templiers étaient l'ordre militaire participant. Guillaume Urban raconte la longue légende populaire selon laquelle le maître prussien des chevaliers teutoniques trouva la mort à Legnica sous une pluie de flèches tartares, bien que Urban conclut que cela a maintes fois été démontré comme étant faux. En 1241, la Hongrie, dirigée par le roi Béla IV, a fait face à l'une des attaques les plus dévastatrices de l'époque médiévale. L'attaque a été orchestrée par le génie militaire mongol Subotai, ainsi que par Batu, petit-fils de Gengis Khan et futur fondateur de la Horde d'Or. À ce stade, les Mongols étaient considérés comme des conquérants pratiquement inarrêtables, balayant les armées d'est en ouest. Sur le champ de bataille de Maï, le roi Béla serait rejoint par quelques alliés fidèles, les Croates sous le duc Koloman, un groupe de chevaliers templiers, ainsi que l'archevêque guerrier Ougrin. Le plan d'attaque de Subotai était brillant, et le roi Béla semblait tomber en plein dedans. Mais les Mongols allaient-ils vraiment sortir victorieux ? Quels ont été les véritables résultats de la bataille de Maï ? Aujourd'hui, dans Histoire des croisades réelles, nous allons examiner la première invasion mongole dévastatrice de la Hongrie et l'épique bataille de Maï. La force d'invasion mongole, sous la direction du général Subotai et du petit-fils aîné de Gengis Khan, Batu, attaqua et incendia Moscou en 1238, puis la ville de Vladimir. Ici, ils ont tué toute la population. La famille du grand-duc s'est réfugiée dans la cathédrale, mais les Mongols l'ont incendiée au-dessus de leur tête. Un mois plus tard, le grand-duc les a affrontés lors d'une bataille sur la rivière Sita près de Jaroslavy, où il a été vaincu et tué. La terreur des Mongols se répandit alors vers l'ouest. En 1239,
le prince des Koumans demanda au roi Béla IV de Hongrie la permission de s'installer avec son peuple dans le royaume de Hongrie. Béla accepta, et les Koumans, à leur arrivée en Hongrie, se convertirent au christianisme latin. Les Mongols, ciblant les Koumans, virent cela comme une provocation. Ils envoyèrent un message au roi Béla pour lui signifier qu'ils le comptaient désormais parmi leurs ennemis, et qu'il était une cible légitime pour la soumission. En 1240, les Mongols s'emparèrent de Kiev, pillant complètement la ville. Les tombeaux des saints furent ouverts de force. Les Mongols étaient maintenant à portée de frappe de la Hongrie. Ils préférèrent faire campagne en hiver lorsque les rivières et les marais étaient gelés. Les robustes cavaliers mongols fonctionnaient bien en hiver, tandis que leurs adversaires souffraient généralement du froid mordant. Le commandant mongol le plus important de cette période, le général Subutai, est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire. C'est lui qui avait été le principal stratège militaire de Gengis Khan. À présent, Subutai fixa l'hiver de 1241 pour l'invasion de la Hongrie. Les Mongols envahirent la Pologne et, le 13 février, capturèrent Sandomierz. Ils divisèrent alors leur armée en plusieurs groupes plus petits. Batu confia une partie de l'armée à son frère Horda et à Baïdar, fils du défunt Chagatai Khan. Le 9 avril, lors de la bataille de Legnica, Horda et Baïdar ont vaincu une armée polonaise et morave. Pendant que Baïdar et Horda traversaient la Pologne, Batu et Subotai avançaient en Hongrie. Les deux forces mongoles ont fait preuve d'une coordination remarquable. La rapidité des messagers mongols a permis à Batu et Subotai de savoir quand Baïdar et Horda avaient vaincu leurs adversaires polonais. À peine un jour après la victoire mongole à Legnica, le flanc sud des Mongols fut sécurisé par un détachement qui ravagea Hermannstadt à environ 500 milles de là et vainquit l'armée de Transylvanie. Batu et Subotai harcelaient donc déjà les forces du roi Béla à Pest. Ils se sont retirés, permettant au roi hongrois de les poursuivre. Puis sur la lande de Maï, à l'ouest de la rivière Chio, juste avant qu'elle ne rejoigne la Tisa, Batu et Subotai s'arrêtèrent et se préparèrent à engager les Hongrois dans la bataille. Pendant la retraite feinte des Mongols, Subotai et Batu chevauchèrent en avant pour inspecter le champ de bataille qu'ils avaient choisi. Le 10 avril, l'armée mongole traversa la lande, franchit la rivière Chio en utilisant le pont de pierre, puis avança de 10 000 supplémentaires dans les bois, dissimulant ainsi sa position. De là, les collines et vignobles de Tokaj s'étendaient devant eux, avec la rivière Tisa sur le côté. Ce soir-là, l'armée du roi Béla IV arriva sur la lande de Mohi. Le roi envoya des éclaireurs hongrois à cheval pour inspecter les terres devant eux. Les éclaireurs traversèrent le pont, chevauchèrent vers la forêt, ne trouvèrent chez rien, puis revinrent sauvegarder le pont pendant que l'armée hongroise installait son camp sur la lande. Comme barrière défensive, Béla et ses hommes encerclèrent le camp avec des centaines de chariots, attachés ensemble avec des chaînes et des cordes. C'était une tactique éprouvée au combat contre les armées nomades. Cependant, l'armée de Batu n'était pas une armée nomade traditionnelle, mais disposait d'équipements de siège avancés. Au coucher du soleil, Batu mena son état-major sur une colline afin qu'il puisse observer la position de l'armée hongroise. En somme, l'ennemi était encerclé. À droite des Hongrois se trouvaient tués les marais de la rivière Tisa. Devant eux s'étendait la rivière Chio, et à leur gauche et à l'arrière se dressaient des collines et des forêts. Batu supplia ses commandants de maintenir les Hongrois sur la lande à tout prix. Après la tombée de la nuit, Subutai avança avec peut-être 30 000 cavaliers par-dessus les collines et revint vers la rivière Chio inondée, en face de la lande. Depuis cette position, il pourrait se précipiter et attaquer les Hongrois par l'arrière, tandis que Batu les engagerait de front. Pour s'y préparer, Subutai ordonna à ses hommes de construire un pont en bois vers le sud. Étonnamment, les éclaireurs du roi Béla ne détectèrent rien de tout cela. Selon James Chambre, les éclaireurs de Béla s'étaient déjà révélés incompétents à plusieurs reprises. À l'aube, Batu lança son assaut sur le pont de pierre. Les défenseurs hongrois ont tenu la rive ouest jusqu'à l'arrivée de renforts du camp. Il semblait que les rangs serrés des Hongrois pourraient tenir le pont face à la cavalerie de Batu, mais Batu avait prévu cela.
Il fit avancer 7 catapultes et commença à bombarder les Hongrois qui tenaient le pont. Comme l'a rapporté un chroniqueur, sous un vacarme assourdissant et des éclairs de feu, le bombardement de Batu commença à repousser les Hongrois. Les sources de l'époque décrivent les catapultes lançant des boules de feu, et les historiens ont émis l'hypothèse que les Mongols auraient pu utiliser de la poudre à canon lors de cette bataille. Dans ce cas, l'efficacité des engins de Batu n'est pas surprenante. Protégés par ce barrage, les cavaliers mongols traversèrent en maintenant le pont de pierre. À ce moment-là, la cavalerie de Batu affrontait l'armée hongroise au complet. Le champ de bataille restreignait la mobilité des Mongols, leur atout le plus redoutable. Lentement, les Mongols avancèrent vers le centre de la plaine, retenant la cavalerie hongroise avec des salves répétées de flèches. Pendant ce temps, le duc Koloman, les Templiers et l'archevêque Ugrin menaient l'attaque contre les Mongols. Au cours de 2 heures de combat dans ces conditions rapprochées, les Mongols subirent de lourdes pertes, leurs rangs devenant dangereusement clairsemés. Les Hongrois, les Croates et les Templiers combattirent vaillamment, faisant tourner la bataille en leur faveur à ce moment-là. Désespérés, les Mongols commencèrent à s'étendre en demi-cercle, comme s'ils allaient tenter d'encercler l'ennemi. Les Hongrois semblaient être maintenant prêts à lancer une charge décisive à travers la ligne mongole. Cependant, à ce moment-là, les forces de Subotai arrivèrent par l'arrière. Se disposant en demi-cercle, la cavalerie de Subotai opéra alors de concert avec celle de Batu, encerclant l'ennemi sous une pluie de flèches. C'était un moment critique. Des guerriers moins expérimentés auraient paniqué, mais les Hongrois ont formé des colonnes et se sont repliés vers le camp fortifié avant que les Mongols ne referment leur cercle. Les Mongols encerclèrent alors le camp hongrois, mais Batu était furieux de la tournure des événements. Le pont en bois de Subotai avait pris trop de temps à construire, si bien que les forces de Batu avaient subi d'horribles pertes en tentant de clouer les Hongrois sur place. Batu en voulut à Subotai pour cela et craignait que ses soldats épuisés ne soient pas capables de prendre d'assaut le camp hongrois, ou même de résister à une nouvelle attaque hongroise. Batu informa Subotai qu'il voulait battre en retraite, mais Subotai n'était pas d'accord, se sentant confiant envers ses hommes. Si les princes souhaitent combattre en retraite, ils peuvent le faire, dit Subotai, mais pour ma part, je suis résolu à ne pas revenir tant que je n'aurai pas atteint Pest et le Danube. La bataille faisait rage. Il y avait une dangereuse désunion dans le camp hongrois. Beaucoup de barons hongrois méprisaient le roi Tsar, le roi Béla, et l'auraient abandonné si leur camp n'avait pas déjà été encerclé. Après des heures de bombardement par les engins de siège mongols, le camp hongrois et son cercle de chariots étaient complètement détruits. Le moral des Hongrois s'effondrait désormais. Les Mongols ont reconnu leur avantage et ont commencé à se rassembler pour une charge. Cela a laissé des brèches dans l'encerclement, ce qui faisait en partie du plan de Subotai. Les brèches ont permis aux barons hongrois mécontents de fuir avec leurs cavaliers. Les rangs hongrois étaient désormais dangereusement réduits. Seul le duc Koloman, un contingent de Templiers sous le commandement de leur maître Rambald et des chevaliers menés par l'archevêque Ugrin tinrent bon, formant un coin pour affronter l'attaque mongole. Les Mongols lancèrent alors des pluies répétées de flèches sur le coin hongrois, clairsemant ses rangs, puis suivirent avec une charge dévastatrice de cavalerie lourde menée par Shaibon. Dans ces derniers instants désespérés, les Templiers firent épreuve d'un grand courage, refusant de se rendre et emportant de nombreuses vies mongoles avant d'être tous tués jusqu'au dernier. L'archevêque Ugrin périt également au combat. Le duc Koloman fut mortellement blessé et s'échappa de justesse avec seulement un petit nombre d'hommes pour rejoindre le roi Béla et les autres survivants. Pendant ce temps, ceux qui s'étaient échappés plus tôt tombèrent directement dans un piège mongol, attaqués par des archers à cheval alors qu'ils fuyaient. Bientôt, la lande fut jonchée de cadavres hongrois. La bataille avait été féroce et les Mongols avaient eux-mêmes subi de lourdes pertes. L'armée hongroise fut détruite. Le roi Bélé ne s'échappa qu'en prenant un cheval frais à l'un de ses fidèles serviteurs chaque fois que le sien se fatiguait. Une fois qu'il eut échappé à ses poursuivants mongols, il traversa la rivière Chio à la nage et passa la nuit caché dans les bois, protégé par un seul serviteur slave. Le duc Koloman réussit à traverser le Danube avec un bateau de fugitifs fuyant Pest et atteignit ses propres terres en Croatie, où il mourut de ses blessures. Les Mongols pouvaient dès lors dévaster librement la Hongrie.
Le jour de Noël 1241, les Mongols traversèrent le Danube gelé. Ils capturèrent Buda, puis envahirent la Croatie, où ils prirent Zagreb. Pendant tout ce temps, ils poursuivaient toujours le roi fugitif Béla IV. Bien qu'ils aient été repoussés de certains châteaux fortement défendus, les Mongols ravagèrent le territoire en Autriche jusqu'à Vienne. Mais pendant l'hiver de 1242, des nouvelles importantes semblent être arrivées de la Mongolie elle-même. Ogodei, le grand Khan, troisième fils de Gengis Khan, était mort subitement. Selon la tradition mongole, un conseil doit maintenant être réuni avec tous les chefs mongols pour déterminer qui sera le prochain grand Khan. Batu est peut-être déterminé à rentrer chez lui pour le conseil, mais les historiens divergent sur ce point. Selon Rachid al-Din, un chroniqueur mongol renommé, Batu ignorait le décès du grand Khan quand il a commandé un retrait général. Au printemps 1242, les Mongols quittèrent la Hongrie, la Croatie et la Pologne. La bataille de Mahi fut une victoire décisive pour les Mongols et une défaite dévastatrice pour la Hongrie. Cependant, cette victoire fut chèrement acquise pour Subotai et Batu. Ils avaient subi de lourdes pertes, et les Hongrois ainsi que leurs alliés s'étaient révélés être des combattants coriaces. De plus, une fois que les Mongols sont entrés dans l'ouest de la Hongrie, ils ont eu du mal à occuper les régions protégées par des châteaux de pierre. Ils contournaient généralement les châteaux, se concentrant sur le pillage des environs. Les Mongols peinaient à contrôler les territoires montagneux défendus par des forteresses mais en altitude. En effet, à la fin de la campagne, les Mongols étaient souvent enlisés dans des sièges coûteux et inefficaces, tandis que le butin et les provisions venaient à manquer. De plus, longtemps après les grandes victoires mongoles sur le champ de bataille, les habitants locaux menaient des attaques de guérilla contre les occupants. Subotai a puni ces attaques de guérilla avec une cruauté brutale. C'était un autre exemple de la ténacité des Hongrois, Polonais et Croates. À Mahi, les Mongols ont affronté une forte résistance de nombreux guerriers luttant jusqu'à leur dernier souffle. Pour les Mongols, ce n'était pas une situation idéale. Ils préféraient de loin rencontrer des populations soumises et prêtes à se rendre, plutôt que des combattants acharnés prêts à se battre jusqu'au dernier homme. Peut-être que la mort du grand Khan a joué un rôle dans la décision des Mongols de se retirer de la campagne européenne, mais leur choix d'abandonner la Hongrie, la Croatie et la Pologne peut aussi s'expliquer par la résistance acharnée qu'ils ont rencontrée et les lourdes pertes qu'ils ont subies dans ces régions, ainsi que par la présence des châteaux qui parsemaient les régions plus occidentales des terres conquises. Les raisons du retrait mongol restent inconnues et continuent de faire l'objet de vifs débats. En l'an 1260, les Mongols étaient à l'apogée de leur puissance et prêts à engloutir le cœur même de la civilisation islamique. À ce moment-là, une armée mongole a déferlé sur la Syrie, prête à écraser les forces du sultan mamelouk Kutuz. En signe de défi, le sultan mamelouk rassembla son armée et se prépara à l'affrontement qui allait déterminer l'avenir même de l'islam, la bataille d'Aïn Jaloud. Ici, les Mamelouks et les Mongols allaient ensemble s'affronter de manière décisive dans l'une des batailles notamment les plus remarquables du Moyen-Âge. En 1263 décennies après la mort de Gengis Khan, les Mongols sont l'une des puissances les plus redoutables du monde. Avec leurs archers montés rapides et leurs immenses armées, ils ont vaincu pratiquement toutes les forces sur leur passage. Mungke Khan, petit-fils de Gengis, a chargé son frère Hulagu de soumettre les ennemis occidentaux de son empire. Au milieu du XIIIe siècle, les Mongols avaient réalisé d'importants progrès aux dépens du monde islamique. En 1258, Hulagu a anéanti Bagdad, le siège des califes abbassides. Il entra ensuite en Syrie et soumit Alep et Damas. Il ne lui restait plus qu'à vaincre les Mamelouks qui régnaient sur l'Égypte. Il envoya un messager à Kutuz, sultan d'Égypte, avec ce message. « Nous avons conquis de vastes terres, massacrant tous les habitants. Ni les forteresses, ni les armées ne nous arrêteront. » Kutuz répondit en décapitant les envoyés mongols et en exposant leurs têtes sur les portes du Caire. Mais la mort de Mongke empêcha Hulagu de répondre immédiatement. Hulagu quitta le Levant pour la Mongolie afin de participer aux luttes politiques qui suivaient toujours la mort du grand Khan. Pendant ce temps, Kutuz saisit l'occasion pour envahir les possessions mongoles en Syrie.
Mais les Mongols finira par réagir. Le lieutenant de Hulagu, Kitbuka, reçut des informations selon lesquelles l'armée de Kutuz était au moins 2 fois plus nombreuse que la sienne. Néanmoins, Kitbuka décida de marcher contre les Mamelouks. À la tête d'une armée d'environ 20 000 hommes, Kitbuka traversa le Jourdain et entra dans la vallée d'Ain Jalut, qui, selon la tradition, était le site de la bataille entre David et Goliath. La bataille eut lieu le 3 septembre 1260. Outre leur supériorité numérique, les Mamelouks connaissaient mieux le territoire. Kutuz dissimula une grande partie de son armée dans les collines, tandis qu'il envoya une avant-garde sous le commandement de Baïbar pour harceler les Mongols et tenter de les attirer dans un piège. Au début, semblant les échanges se limiter à des tactiques de harcèlement, les archers remontaient des 2 camps se bombardant mutuellement de vagues de flèches. Ces combats durèrent un certain temps, sans qu'aucun des 2 camps ne prenne un avantage décisif. Finalement, les Mongols lancèrent un assaut massif. C'était exactement ce que Baïbars voulait. Baïbars répondit en exécutant une fausse retraite, conçue pour attirer les Mongols à poursuivre sa cavalerie. Les Mongols tombèrent dans le piège. Baïbars se dirigea vers les collines, entraînant les Mongols à sa suite. Enfin, Baïbars avait ses ennemis là où il le voulait. Soudain, le reste des forces de Cthulhu apparut. Tout à coup, les Mongols se retrouvèrent encerclés, faisant face à toute la puissance de l'armée mamelouk. Malgré cette situation désastreuse, les Mongols combattirent férocement pour briser l'encerclement. L'avant-garde de Kitbuka affronta le corps principal des Mamelouks, tandis que la seconde ligne mongole submergea leur aile gauche, environ à droite. À distance, Gotuz observait la bataille avec sa propre troupe. Quand il vit les Mongols submerger son aile gauche, le sultan ôta son casque pour que tous ses hommes puissent bon voir son visage. « Oh, faïtisons ô mon islam !» s'écria-t-il en envoyant son aile droite soutenir son aile gauche qui s'effondrait. Le sultan lutta pendant des heures pour reprendre le contrôle de son flanc gauche. Finalement, les Mongols furent repoussés et le flanc gauche des Mamelouks fut rétabli. Kutuz envoya ses réserves sur ses ailes les plus éloignées pour renforcer sa position à ses points vulnérables. En infériorité numérique épuisée, la position des Mongols était désormais critique. Prenant la tête avec sa garde personnelle, Kutuz lança l'assaut général final. Les Mongols combattirent courageusement, mais furent submergés par la supériorité numérique des Mamelouks. Tandis que sa force principale repoussait les Mongols, l'aile droite et l'aile gauche des Mamelouks déferlèrent pour prendre les Mongols à revers de chaque côté. À ce moment critique, Kitbuka mourut et les Mongols se brisèrent et prirent la fuite. Au total, les pertes mongoles s'élevèrent entre 5 et 10 000 hommes. Ce fut une victoire retentissante pour Kutuz, Baïbar et les Mamelouks. La victoire des Mamelouks à Ain Jalut fut due à la supériorité numérique de Kutuz et son exploitation du terrain. Baïbars a joué un rôle crucial en attirant l'armée mongole dans un piège mortel. Ain Jalut a également consacré les Mamelouks comme la principale puissance musulmane de l'époque. Après que les Abbassides aient été balayés par les Mongols, les Mamelouks ont réussi à stopper l'expansion mongole. Les Mamelouks sont donc devenus les protecteurs de l'islam. Pendant ce temps, les conflits internes au sein de l'empire mongol ont empêché les Mongols de répondre à leur humiliation à Ain Jalut. En effet, c'est la crise de succession en Mongolie qui avait poussé Hulagu à partir en premier lieu et qui avait laissé Kitbuka avec des forces insuffisantes pour achever la conquête de la Syrie et de l'Égypte. En 5 ans, la guerre civile fractura irrémédiablement le vaste empire mongol. À peine un mois après sa grande victoire à Ain Jalut, Kutuz fut tué par le poignard d'un assassin lors d'une expédition de chasse. À l'époque, beaucoup soupçonnaient dans Baïbars d'être impliqué, et ce soupçon persiste encore aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que Baïbars a bénéficié plus que quiconque de la mort de Kutuz, car il devint sultan d'Égypte en octobre 1260, couronnant ainsi une carrière militaire déjà brillante. Au XIIIe siècle, les Mongols ont enchaîné une série de victoires pratiquement ininterrompues, acquérant ainsi le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire. Dans les années 1240, ils ont dévasté la Hongrie, détruisant l'armée du roi Béla IV lors de la célèbre bataille de Mohi.
Cette expérience a profondément marqué les Hongrois et les a poussés à modifier fondamentalement de nombreux aspects de leur société, car ils craignaient que les Mongols ne reviennent un jour. Et en effet, ils sont revenus. En 1285, une vaste armée mongole a de nouveau envahi les terres des Hongrois. Comment la Hongrie allait-elle s'en sortir cette fois-ci? En fait, le résultat de la seconde invasion mongole de la Hongrie constitue l'un des épisodes les plus frappants et surprenants de l'histoire des Mongols. Nous allons découvrir comment les Hongrois ont fait face à cette seconde invasion terrifiante aujourd'hui dans Real Crusades History. En 1241, lors de la bataille de Mohi, une immense force d'invasion mongole a vaincu les Hongrois et leurs alliés. Pendant un an, les Mongols ont pillé et ravagé la campagne. Lorsque les envahisseurs se sont finalement retirés, un quart de la population hongroise avait été massacrée et pratiquement toutes les villes et villages avaient été détruits. Après cette catastrophe, le roi de Hongrie, Béla IV, dut ramasser les morceaux. Il reconnut que son royaume avait été mal préparé à l'invasion mongole. D'une part, la Hongrie disposait de peu de positions fortifiées. En effet, beaucoup de ces villes n'avaient pas du tout de murailles. Seuls les rares châteaux en pierre du royaume avaient réussi à résister aux Mongols. De plus, l'armée du royaume était principalement composée de cavaliers légèrement blindés. En 1241, seul un petit contingent de chevaliers templiers et de chevaliers teutoniques, vêtus d'une lourde armure, avait réussi à infliger de sérieux dégâts aux Mongols. Et si une vaste armée de chevaliers lourdement blindés avait été présente pour affronter les Mongols? Prenant note de cela, le roi Béla commença à mettre en œuvre d'importantes réformes. Tout d'abord, Béla réorganisa la cavalerie de son royaume en une nouvelle classe de chevaliers montés lourdement blindés, à la manière occidentale. En 1247, il conclut un accord avec l'ordre des croisés connu sous le nom de chevaliers hospitaliers, leur accordant sa frontière sud-est en échange de leur aide pour faire venir davantage de chevaliers lourdement armurés et pour construire de nouveaux châteaux en pierre. En 1248, le roi étendit le privilège de la chevalerie, permettant aux couches moyennes du royaume de servir dans la cavalerie d'un baron, à condition d'être équipés d'une armure et d'un cheval. Il encouragea de nouveaux colons à s'installer en Hongrie, leur accordant les droits de chevalerie et de noblesse, s'ils pouvaient s'équiper pour le combat. Adolescents de la bataille de Mohi, les arbalétriers, qui étaient rares lors de la première invasion mongole, s'étaient néanmoins bien comportés contre les Mongols en 1241. Le roi Béla conclut un accord avec les Vénitiens, célèbres pour leurs arbalétriers. Grâce à cet accord, au moins 1000 arbalétriers vénitiens entrèrent au service du roi hongrois. Enfin, le roi Béla offrit des subventions et des incitations à chaque ville hongroise qui se dota de fortifications en pierre. Ces réformes portèrent leurs fruits, aboutissant à la construction d'une centaine de nouvelles forteresses. Toutes les villes importantes de la Hongrie étaient désormais entourées de murs en pierre. Le royaume de Hongrie fut transformé à la fin du règne du roi Béla IV. Le roi Béla ne verrait pas le résultat de ses efforts de son vivant. Il mourut en 1270. En 1285, ses réformes seraient mises à l'épreuve. Cet hiver-là, Nogai Khan, chef de facto de la Horde d'Or, dirigea son armée vers l'ouest et envahit l'Europe centrale. La Horde d'Or, représentant le secteur nord-ouest du domaine mongol, fonctionnait comme un khanat essentiellement indépendant depuis la fragmentation de l'Empire mongol en 1259. De par sa géographie, l'Europe centrale était le terrain d'expansion naturel de la Horde d'Or. Nogai Khan était impatient de soumettre la Hongrie, une bonne fois pour toutes. Nogai pensait que les Hongrois étaient faibles. Il avait entendu des rumeurs de conflits internes en Hongrie, ce qui semblait confirmé lorsqu'un grand nombre de Coumans furent chassés du royaume et cherchèrent à entrer au service des Mongols.
Comme en 1241, les Mongols frappèrent la Hongrie sur deux fronts. Nogai mena une armée à travers Brașov jusqu'en Transylvanie, tandis que son parent Tala-Buka marcha par le col de Verekt, dans l'actuelle Ukraine, jusqu'en Transcarpathie. À cette époque, l'Empire mongol était en paix, pratiquement exempt de luttes de pouvoir interne. Par conséquent, Nogai a pu déployer une force d'invasion très importante, que les historiens estiment entre 30 000 et 50 000 hommes. Comme d'habitude, les Mongols misaient sur la rapidité et la surprise. C'était l'hiver, et Nogai s'attendait à prendre les Hongrois par surprise. Il s'attendait à anéantir facilement toute résistance qu'il rencontrerait. Au début, il y avait des signes que l'invasion ne se passerait peut-être pas aussi bien que prévu. Tala-Buka, qui dirigeait le plus grand contingent vers le nord de la Hongrie, avait des difficultés à approvisionner ses hommes. Cela était dû aux fortifications améliorées en Hongrie. De nombreux villageois locaux s'étaient réfugiés dans les châteaux régionaux, où ils avaient entreposé leur bétail et leurs provisions. Les Mongols se retrouvèrent à marcher à travers un territoire dépourvu de butin. Alors qu'ils passaient devant château de pierre après château de pierre, les Mongols commencèrent à souffrir de la faim et Tala-Buka perdit des milliers d'hommes à cause de la famine. Au début de la campagne, les Mongols attaquèrent la ville de Pest, mais la ville avait déjà été abandonnée, ses habitants s'étant réfugiés dans les châteaux locaux. Une fois de plus, les Mongols ne trouvèrent rien à piller. Depuis leur base bien fortifiée à Buda, un contingent de chevaliers hongrois lança une attaque de harcèlement réussie contre la colonne mongole, et des sources révèlent que la reine hongroise Élisabeth de Sicile put observer l'action depuis les remparts de la ville. Tala-Buka devint frustré. Ses hommes purent piller des territoires jusqu'au Danube. À certains endroits, ils infligèrent de lourdes pertes aux populations civiles, mais dans de nombreuses régions, les villageois étaient rares, s'étant réfugiés derrière les murs d'une forteresse voisine. Les Mongols ne purent capturer aucun des châteaux régionaux, et ils continuaient à rencontrer des contingents bien armurés de chevaliers hongrois. Avec des forteresses bien défendues à proximité, les Hongrois pouvaient attaquer, infliger des pertes aux Mongols, puis se replier en sécurité avant que Tala-Buka ne puisse lancer une contre-attaque efficace. L'une de ces batailles eut lieu près du château de Tarusko. Ici, les Mongols subirent une défaite sérieuse et de lourdes pertes. Les chevaliers hongrois purent infliger des charges dévastatrices aux Mongols. Les Hongrois victorieux capturèrent environ 1000 prisonniers lors de cet affrontement. La rencontre décisive eut lieu dans les collines de la Transylvanie occidentale. Ici, l'armée affaiblie de Tala-Buka rencontra soudainement l'armée royale hongroise, dirigée par le roi Ladislas IV. Contrairement à l'armée rencontrée par les Mongols en 1241, cette force hongroise comptait de nombreux chevaliers lourdement armés. Leurs effectifs réduits et leur morale bas, les Mongols furent sévèrement vaincus par la charge déterminée et synchronisée des Hongrois. Reconnaissant que sa situation était désespérée, Tala-Buka ordonna alors une retraite de Hongrie. Mais lors du voyage de retour, son armée fut prise en embuscade par le peuple Sekeli, qui lança une attaque rapide avec sa cavalerie légère. Ce dernier désastre anéantit presque totalement l'armée de Tala-Buka et lorsque le général retourna sur le territoire mongol. Ses forces avaient cessé d'exister. Un chroniqueur a même commenté que Tala-Buka était revenu avec seulement sa femme et un seul cheval, une exagération sans doute, mais qui mettait en évidence le niveau de destruction de son armée. Nogai Khan ne s'en sortit guère mieux. Il resta en Transylvanie jusqu'au printemps 1286 et parvint à piller les villes de Régin, Brașov et Bistrița. Mais comme Tala-Buka, Nogai ne parvint pas à capturer de châteaux ou de villes importants. Après avoir vaincu l'armée de Tala-Buka, le roi Ladislas avança avec ses troupes pour attaquer l'armée de Nogai. Cependant, lorsque le roi rattrapa Nogai, les troupes hongroises et roumaines locales, dirigées par Roland Bursa, avaient déjà presque entièrement détruit l'armée mongole.
Ladislas n'eut plus qu'à harceler les restes de l'armée de Nogai alors qu'elle battait en retraite. La seconde invasion mongole de la Hongrie en 1285 contraste fortement avec la première en 1241. Malgré de lourdes pertes civiles dans certaines régions, les Hongrois ont infligé une défaite cinglante aux Mongols, et les chefs mongols ont eu la chance de s'échapper avec la vie sauve. Les réformes menées à travers le royaume de Hongrie ont permis cette victoire décisive sur l'invasion. Les châteaux forts ont freiné la progression des deux armées mongoles et les ont privés de butin. En effet, la famine autant que la puissance militaire des Hongrois a paralysé Nogai Khan. L'adoption d'armures de style occidental et de la cavalerie lourde a donné un avantage important aux Hongrois durant leur campagne militaire. Jamais plus les Mongols ne lanceraient une invasion majeure de la Hongrie, ni même de l'Europe centrale en général. Les résultats de la seconde invasion mongole de la Hongrie rappellent de manière importante que les leçons tirées d'une défaite majeure peuvent créer l'opportunité de réformes, de redressement et de victoires futures. En effet, à l'avenir, une armée hongroise envahirait le territoire mongol et finirait par s'emparer de la Moldavie à la Horde d'Or. « 1287, la Horde d'Or mongole lance une grande campagne contre le royaume de Pologne. Ce serait la troisième fois qu'une armée mongole envahissait le pays. Les Polonais étaient maintenant conscients d'affronter un adversaire redoutable. Commandés par deux chefs militaires compétents et expérimentés, Nogai Khan et Talabuga Khan, l'armée de la Horde d'Or s'est divisée et est entrée en Pologne par 2 points d'attaque. Pour de nombreux Polonais, se réfugier dans les forteresses du pays était leur seule option. Cependant, le duc Leszek le Noir rassembla une armée et affronta la Horde d'Or. Pendant ce temps, Leszek demanda l'aide de son voisin, le roi de Hongrie. Répondit à l'appel, et bientôt une coalition polono-hongroise se dressa contre les Mongols, renforcée par le courageux commandant hongrois Georges de Sauvar. Aujourd'hui sur Real Crusade History, où nous ne faisons pas que de l'histoire des croisades, nous allons plonger dans une autre campagne fascinante de l'histoire des invasions monumentales des Mongols, la troisième invasion mongole de la Pologne. Atalabuka, un descendant de Gengis Khan, devint Khan de la Horde d'Or mongole, l'un des États successeurs apparus après l'effondrement de l'Empire mongol d'origine. Talabuka était essentiellement l'héritier légitime du trône, représentant la branche aînée de la lignée de son arrière-grand-père, Batu Khan. Talabuka régna aux côtés de ses parents, le général Nogai Khan, qui fut un véritable faiseur de rois au sein de la Horde d'Or durant sa vie. Récemment, en 1285, Nogai et Talabuka avaient mené la deuxième invasion mongole de la Hongrie, qui s'était soldée par une défaite pour la Horde d'Or. Cependant, les deux décidèrent d'attaquer à nouveau l'Europe, cette fois en visant le royaume de Pologne, selon James Chambers, afin d'empêcher les Polonais de soutenir les barons hongrois. En novembre 1287, Nogai ordonna à ses vassaux ruthènes de préparer leurs armées pour une expédition en Pologne, tandis que lui et Talabuka rassemblaient leur cavalerie. En conséquence, Nogai et Talabuka partirent à la tête d'une grande force d'invasion, comptant environ 30 000 hommes, composés de cavalerie mongole et turcique, ainsi que de quelques auxiliaires ruthènes. Nogai lui-même élabora le plan d'attaque. Comme lors de leur précédente invasion de la Pologne en 1259, l'armée de la Horde d'Or fut divisée en 2 armées. Une force de cavalerie, comptant environ 21 000 hommes, dont certains étaient des troupes ruthènes, était dirigée par Talabuga Khan et devait se diriger vers Sandomierz et le nord de la Pologne. Simultanément, Nogai Khan dirigerait 10 000 cavaliers, composés entièrement de Mongols et de Turcs, vers Cracovie. Ce raid en 2 volets devait être mené à une vitesse fulgurante pour empêcher les Polonais de mettre en place une défense efficace. Après avoir pillé leurs cibles respectives et conquis Sandomierz, les 2 armées devaient se réunir au nord de Cracovie. À partir de là, ils devraient piller Kielce, Jędrzejów, Mieszów et enfin Cracovie. Une fois la Pologne complètement ravagée,
l'armée mongole réunie se retirerait sur le territoire de la Horde d'Or. Les Mongols ont effectivement réussi à surprendre leurs ennemis. Le premier prince polonais à marcher contre les Mongols fut Leszek II le Noir, grand-duc de Pologne, décrit comme roi de Pologne par l'historien William Urban. À cette époque, la monarchie polonaise traversait une période de fragmentation, mais selon Urban, Leszek avait restauré le royaume et était lui-même devenu roi. Leszek était un dirigeant et commandant militaire doué. Il a vaincu les Russes lors d'une bataille et, en 1282, a écrasé les Prussiens sudoviens pendant les croisades du Nord. Avec ses alliés hongrois et coumans, il avait pris Cracovie en 1285. Maintenant, lors de la troisième invasion mongole, il a réussi à rassembler une armée comptant jusqu'à 15 000 hommes, bien que les historiens ne soient finalement pas certains de la taille de cette troupe. En dépit de ses prouesses guerrières, la vie maritale de Leszek fut moins prospère. Sa femme, Gryfina de Halleck, n'a jamais eu d'enfant. En 1271, elle s'est enfuie à Cracovie et a accusé ouvertement Leszek d'impuissance, affirmant que leur mariage n'avait jamais été consommé. Le scandale a été grand, mais en 1275, grâce à l'intervention d'autres nobles polonais, le couple s'est réconcilié. Leszek a cherché un traitement auprès du célèbre médecin Mikołaj de Cracovie. Le traitement du médecin comprenait la consommation de grenouilles et de serpents. Cependant, Leszek et Gryfina n'ont jamais eu d'enfant, ce qui, selon les annales de Pologne, a provoqué une grande abomination pour le pays. Comme les Hongrois, les Polonais avaient amélioré de nombreuses fortifications dans leur royaume vers les années 1280. Cracovie avait désormais une citadelle en pierre solidement bâtie avec ses propres catapultes défensives. A l'inverse, lors des 2 premières invasions mongoles de la Pologne, les murs de Cracovie étaient faits de bois. Le 7 décembre 1287, l'armée de Tallabouka leva le camp à Volodymyr. Évitant Lublin, ils tentèrent de traverser la Vistule près de Zavikost. À la grande contrariété de Tallabouka, la rivière n'était pas gelée et il dut donc marcher vers le sud à la recherche d'un gué. Après avoir traversé la rivière, les Mongols assiégèrent Sandomierz, mais les défenses de la ville et la garnison se révélèrent trop solides. Tallabouka leva le siège après son assaut repoussé. Il envoya des troupes piller la campagne alentour. Le 20 décembre, la colonne principale de l'armée de Tallabouka, près des montagnes de la Sainte-Croix, rencontra une force polonaise d'environ 15 000 hommes selon les estimations les plus élevées. Cette force polonaise était dirigée par le duc Leszek II le Noir. Ainsi commença la bataille de Lagov. L'armée du duc Leszek triompha et Tallabouka subit une défaite. Tallabouka entama une retraite après avoir atteint le district de Kielce. En janvier 1288, les Mongols atteignirent Lviv et y établirent leur camp. Pendant ce temps, Leszek marcha avec son armée vers Cracovie pour préparer la défense de la capitale. Pendant ce temps, les forces de Nogai Khan, la division sud de l'armée de la Horde d'Or, envahirent par la Pologne la veille de Noël 1287. Ils assiégèrent Cracovie. Les fortifications en pierre de la ville étaient insolides. Nogai Khan tenta un assaut. Cela s'est avéré être un désastre. Les défenseurs polonais infligèrent de lourdes pertes aux forces mongoles, qui perdirent plusieurs commandants importants. Frustré, Nogai Khan changea de tactique. Il leva le siège et dispersa ses forces pour piller la campagne au nord et au sud de Cracovie. Des détachements mongols et turcs ont pillé les villages. Cela a entraîné plusieurs petites batailles entre les forces polonaises locales et les petites unités de pillards mongols. Pendant ce temps, les troupes de Nogai ont assiégé les villes de Podolinac et de Stary Sącz. Après la levée du siège de Cracovie, le duc Leszek prit sa femme et un groupe de ses chevaliers et partit pour la Hongrie afin de demander de l'aide au roi Ladislas IV. Les Hongrois avaient vaincu une invasion mongole seulement 2 ans plus tôt. Ils étaient donc un bon choix pour une alliance contre la Horde d'Or. Les Mongols ont dévasté Podolinac et se sont affrontés avec les forces polonaises locales. Cependant, ils n'ont pas réussi à prendre Stary Sącz, qui possédait de solides murailles et une garnison compétente.
Pendant ce temps, le roi Ladislas de Hongrie a envoyé une troupe sous le commandement du noble Georges de Sauvaar pour venir en aide à la Pologne. En chemin, les troupes de Georges furent rejointes par des forces polonaises locales pour former une armée de coalition hongro-polonaise. Georges réussit à surprendre une force mongole d'environ 1000 hommes près de Stade Sonch. Les Mongols furent totalement pris au dépourvu et anéantis, leur commandant mourant pendant le combat. La bataille de Stade Sonch s'est avérée être le dernier grand affrontement de la campagne. Le duc Lésic marcha avec son armée pour rejoindre Georges de Sauvaar. Le plan était alors de porter un coup décisif aux Mongols. Cependant, Nogai Khan comprit que sa situation s'effondrait et ordonna une retraite immédiate avec la majeure partie de son armée encore intacte. Nogai était de retour en Ruthénie en janvier ou février de l'an 1288. La troisième invasion mongole de la Pologne fut très différente des deux précédentes, mais assez similaire au fiasco de 1285-86 en Hongrie. Les Mongols n'ont réussi à prendre aucune grande ville ni aucun château et ont subi de lourdes pertes sur le terrain face aux forces polonaises et hongroises. Comme en Hongrie, les fortifications améliorées de la Pologne se sont révélées efficaces. L'historien James Chambers affirme que, pour la plupart, les seules villes ou châteaux qui ont été mis à sac étaient ceux qui ont été trompés en ouvrant leurs portes après avoir reçu la promesse d'une amnistie de la part des auxiliaires de Ruthen. De plus, la rivalité entre Nogai et Tallabouka a entravé leur coopération. A l'inverse, la coopération entre les forces polonaises et hongroises leur a permis de porter une contre-attaque efficace qui a convaincu Nogai de battre en retraite. Bien que l'invasion ait été un échec, elle a infligé des dégâts considérables à la Pologne, et les Mongols auraient normalement très bien pu atteindre leurs objectifs si Nogai et Tallabouka avaient coopéré plus efficacement. Ce fut une victoire de justesse, mais indéniablement une grande victoire pour la Pologne et la Hongrie. En février 1288, le duc Lésic exprima sa gratitude à Georges de Sauvaar en lui accordant une villa en Pologne. Pendant ce temps, en quelques années, Nogai et Tallabouka allaient banquer s'engager dans une guerre civile l'un contre l'autre, ce qui, rétrospectivement, aide à expliquer la mauvaise exécution de la troisième invasion mongole de la Pologne. Les Mongols auraient-ils pu conquérir l'Europe ? Les Mongols étaient assurément des conquérants de classe mondiale. Au XIIIe siècle, ils régnaient sur le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire. Il est courant d'entendre que seule la mort du Grand Khan a empêché les Mongols de conquérir toute l'Europe. L'idée ici est que les Mongols étaient en train de conquérir l'Europe, mais qu'ils ont abandonné ce projet pour rentrer précipitamment chez eux et se battre entre eux afin de déterminer qui serait le prochain dirigeant de l'empire mongol. Mais les Mongols auraient-ils vraiment pu soumettre l'Europe chrétienne latine ? Ou bien l'Europe chrétienne aurait-elle pu organiser une défense efficace ? Nous savons que le pape appelait à une croisade contre les Mongols. Une campagne mongole à grande échelle au cœur de l'Europe aurait-elle poussé cette croisade à se concrétiser ? Aujourd'hui, dans l'histoire des croisades réelles, examinons la question. Quel aurait été le résultat si les Mongols avaient tenté de conquérir l'Europe ? Le réalisateur James Chambers termine son livre populaire « Le cavalier du diable » par le paragraphe suivant. Les campagnes des armées mongoles furent dans les dernières et les plus destructrices d'une longue série d'invasions nomades venues des steppes. En un peu plus de 50 ans, ils conquirent la moitié du monde connu, et ce ne fut que leur attachement aux traditions tribales et la rivalité de leurs princes qui les empêchèrent de conquérir le reste. L'Europe occidentale et l'islam ne furent pas sauvés hors des murs de Cracovie et sur le champ de bataille d'Aïn Jalut. Ils furent sauvés auparavant, lorsque les armées mongoles s'arrêtèrent au moment de leur triomphe. Si Ogodei et Mangu n'étaient pas morts quand ils l'ont fait, le plus grand empire que le monde ait jamais connu aurait été limité à l'ouest, non pas par les Carpates et l'Euphrate, mais par l'océan Atlantique. James Chambers n'était pas historien de formation. Il était scénariste et travaillait dans la production cinématographique, mais ses commentaires reflètent le sentiment populaire à propos des fascinantes invasions mongoles. En 1241, les Mongols, dirigés par le petit-fils de Rangis Khan, Batu, et le grand général Subotai, envahirent la Pologne et la Hongrie.
une armée mongole a vaincu les Polonais à la bataille de Legnica, tandis que Batu et Subotai ont vaincu les Hongrois à la bataille de Maï. Cependant, ces victoires ont été durement acquises. Les Mongols ont subi de lourdes pertes. Subaotai, le cerveau derrière les victoires de Gengis Khan lui-même, a failli être vaincu par les Hongrois à Maï. Après avoir vaincu leurs ennemis sur le champ de bataille, les Mongols se sont ensuite enlisés dans une série de sièges coûteux et infructueux contre des châteaux régionaux. Les attaques de guérilla des habitants ont aussi posé problème lors de la tentative mongole de soumettre la campagne. Ainsi, bien que les Mongols aient remporté des victoires sur le champ de bataille et dévasté les campagnes non protégées, ils n'ont généralement pas réussi à prendre les positions fortifiées et n'ont jamais complètement brisé la résistance locale. L'année suivante, en 1242, les Mongols se sont entièrement retirés de la Hongrie et de la Pologne. La raison de ce retrait spectaculaire des Mongols a longtemps fasciné les étudiants en histoire. Malgré leurs nombreuses victoires spectaculaires, pourquoi les Mongols ont-ils finalement décidé de se retirer ? James Chambre, dans la citation d'ouverture, reprend l'explication longtemps populaire, la mort du grand Khan. En décembre 1241, Ogodai Khan, le dirigeant de l'empire mongol, est mort alors que la campagne européenne de Subutai et Batu était en cours. Assurément, Batu, petit-fils de Gengis Khan, était impatient de retourner au cœur de la Mongolie pour faire valoir ses droits dans la lutte à venir pour le trône. Les historiens ne sont pas si sûrs de cela. L'idée que la mort d'Ogodai ait provoqué le retrait vient d'un chroniqueur occidental, Giovanni Carpini, qui affirmait que Dieu avait causé la mort du grand Khan pour épargner la chrétienté de la puissance mongole. Un chroniqueur important du camp mongol, Rashid ad-Din, haut ministre et historien de l'Ilkhanat mongol, affirme spécifiquement que Batu n'était pas au courant de la mort d'Ogodai lorsqu'il a abandonné la Hongrie. Rashid affirme que Batu est parti pour réprimer une rébellion des Koumans, et parce qu'il estimait avoir atteint ses objectifs en Hongrie et en Pologne. Entre les deux chroniqueurs, Rashid est probablement la source la plus fiable. De plus, il se peut qu'il ait été physiquement impossible pour un messager mongol d'atteindre Batu à temps. Ogodai est mort en décembre 1241. Batu s'est retiré début 1242. Carpini lui-même a déclaré qu'il lui avait fallu 5 mois pour voyager de Mongolie à Kiev, un trajet bien plus court. Il semble impossible qu'un courrier venant de Mongolie, au courant de la mort d'Ogodai, ait pu atteindre Batu et Subotai avant qu'ils ne prennent la décision d'abandonner la Hongrie. Mais même l'explication de Rashid demande un certain examen. Les commandants victorieux qui ne parviennent pas à soumettre une région prétendent souvent avoir rempli leur mission lorsqu'ils se retirent sans avoir vraiment conquis le territoire. Nous devons considérer l'expérience ardue de la campagne de 1241. Les Mongols ont remporté plusieurs batailles, mais ont subi de lourdes pertes et ont dû faire face à des mois de campagne difficiles dans un terrain accidenté parsemé de châteaux tenaces. En effet, les Mongols étaient si proches de la défaite lors de la bataille de Maï que Batu voulait battre en retraite et a dû être rassuré par le général Subotai. De plus, les Mongols pouvaient en craindre l'arrivée de renforts venant de l'ouest. L'un des commandants de Batu, Baïdar, a dû battre en retraite devant l'avancée d'une armée occidentale dirigée par le roi Venceslas de Bohême lors de la campagne de Pologne. En considérant les premières invasions mongoles de la Pologne et de la Hongrie de manière plus globale, la décision de se retirer devient plus sensée. Nous sommes amenés à nous demander, aurait-il même été possible pour Subotai et Batu d'avancer vers l'ouest ? Malgré leur victoire à Mohi et à Lagnissa, leur campagne s'était-elle essentiellement enlisée. On entend parfois dire que la campagne de Hongrie-Pologne n'avait jamais eu pour but de conquérir des territoires. Il s'agissait peut-être d'une simple expédition de pillage. Pour vérifier cette hypothèse, demandez-vous, et si la campagne avait été plus facile ? Et si les Mongols avaient rencontré des populations soumises et prêtes à se rendre, plutôt qu'une résistance farouche ? Et si des seigneurs locaux s'étaient alignés pour se soumettre comme vassaux des Mongols ? Batu et Subotai auraient-ils refusé de conquérir en soulignant qu'ils étaient bien venus seulement pour piller ? Au Moyen-Âge, les invasions militaires avaient des objectifs variés. Le pillage était généralement un objectif lors d'une invasion, mais celle-ci servait aussi de mission de reconnaissance. Un commandant saisissait généralement l'occasion de conquérir lorsqu'elle se présentait. Comme on le sait,
La conquête arabe de l'Espagne n'était censée être au départ qu'un raid à grande échelle, mais le commandant arabe finit par vaincre le roi wisigoth et la conquête de l'Espagne devint soudainement une réalité. Il faut reconnaître que si les Mongols avaient pu conquérir la Hongrie et la Pologne, ils l'auraient sans doute fait. L'historien Peter Jackson affirme « Il ne fait aucun doute que les Mongols envisageaient tout d'autres conquêtes. C'était la mission qui leur avait été confiée par le ciel. » Malgré ces considérations, nous ignorons l'état d'esprit de Batu et Subutai et ne pourrons jamais savoir avec certitude pourquoi les Mongols se sont retirés en 1242. Mais il est important que nous reconnaissions les problèmes liés à beaucoup d'explications populaires et que nous envisagions la possibilité que les Mongols n'aient tout simplement pas pu contrôler efficacement le territoire. Gagner des batailles ne garantit pas toujours la victoire finale. Faisons maintenant un peu d'histoire spéculative. Imaginons que Batu et Subutai aient réussi à poursuivre leur invasion de l'Occident. Ils s'enfoncent profondément au cœur de l'Europe, peut-être même jusqu'en France. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'ils gagnent ? Est-ce qu'ils conquièrent l'Europe pour l'Empire mongol ? Pour être réaliste, nous devons considérer les difficultés rencontrées par les Mongols en Hongrie et en Pologne. De tels problèmes se seraient multipliés en Europe de l'Ouest. La Hongrie possédait de vastes prairies mieux adaptées à la cavalerie mongole, mais le territoire plus à l'ouest était généralement plus accidenté et boisé. De plus, plus les Mongols avançaient vers l'ouest, plus ils rencontraient sans doute de châteaux de pierre, situés sur des positions élevées et bien défendues. Avec l'allongement de leur ligne d'approvisionnement, les Mongols peinent de plus en plus à trouver suffisamment de butin. Les zones non défendues en pourquant sont une cible facile pour les rapides cavaliers mongols, mais les châteaux de pierre permettent aux forces locales de résister et de protéger les provisions et les paysans. La logistique est le facteur limitant crucial dans une invasion mongole à grande échelle de l'Europe. Les Mongols comptent sur de grandes forces d'archers à cheval et ont besoin de vastes prairies pour assurer un pâturage suffisant. La rareté des prairies à l'ouest de la Hongrie impose d'énormes difficultés à notre armée mongole envahissante. L'absence de routes pavées brise les lignes d'approvisionnement et interdit le transport du matériel de siège sur de longues distances. Le ravitaillement de l'armée par le pillage est fortement limité, car l'Europe, contrairement à la Chine, est parsemée de nombreux châteaux forts en pierre, puissants, dont certains sont si bien situés qu'ils ne peuvent en réalité pas être réduits par du matériel de siège. Nous savons avec certitude que les Mongols ont souffert de la famine lors de la seconde invasion mongole de la Hongrie en 1285-1286 précisément, parce qu'à ce moment-là, la Hongrie avait construit beaucoup plus de fortifications en pierre qu'il n'en existait lors de la première invasion. Ce problème ne fait que s'aggraver pour notre armée mongole, qui tente d'envahir le cœur de l'Europe. Considérons également la réaction des souverains européens eux-mêmes. En fait historique, le pape Grégoire IX a proclamé une croisade contre les Mongols en juillet 1241, alors que les Mongols étaient au sommet de leur triomphe et pillaient la périphérie de l'Autriche. À l'époque, la mise en œuvre de la croisade a été entravée parce que le pape et l'empereur du Saint-Empire romain, Frédéric II, se combattaient l'un l'autre. Cependant, si les Mongols avaient réellement pénétré au cœur du Saint-Empire romain et même menacé la France, on peut imaginer que même le redoutable Frédéric II aurait mis en pause ses querelles avec le pape pour s'unir à une cause commune afin de protéger son propre territoire. Mais il y a deux autres souverains dans la chrétienté qui devraient en attirer bien plus notre attention. Au début des années 1240, le royaume de France était de loin le domaine le plus riche et le plus puissant de la chrétienté latine. Il était également dirigé par un roi remarquable, Louis IX, un chrétien dévoué profondément engagé dans les croisades. Louis était connu pour son respect des droits de ses pairs monarques et son attachement à la justice. Sa renommée était si grande que les souverains chrétiens sollicitaient pour ça son aide pour résoudre leurs conflits. Compte tenu de ce que nous savons sur Louis, il est tout à fait possible qu'il serait devenu le point de ralliement d'une croisade contre une armée mongole envahissante. Nous devrions aussi nous pencher sur Fernando III de Léon Castille, cousin de Louis, qui avait une attitude similaire envers les croisades et la défense de la chrétienté.
En tant que souverain le plus puissant d'Espagne, Fernando a passé la majeure partie de son règne à mener des croisades contre les Maures d'Al-Andalus, mais face à une invasion mongole de la France, on peut imaginer Fernando répondre à l'appel et rejoindre son cousin pour défendre la chrétienté. Louis et Fernando régnaient tous deux sur des domaines bien plus riches que la Hongrie ou la Pologne à l'époque, et tous deux pouvaient mobiliser des armées plus grandes et mieux équipées. Tous deux étaient également respectés dans toute l'Europe pour leur impartialité et leur attachement aux idéaux de la royauté chrétienne. Face à une crise aussi grave qu'une invasion mongole à grande échelle en Occident, il est raisonnable d'imaginer Louis et Fernando devenir les chefs de file d'une grande armée croisée qui attirerait des contingents venus de toute l'Europe. Il est intéressant de noter que ces deux monarques régnaient à une époque où une invasion mongole de l'Europe occidentale était très probable. Louis et Fernando étaient vraiment parfaits pour gérer une telle situation. L'avantage du terrain pour la force croisée de Louis et Fernando aurait pu constituer un sérieux obstacle pour les Mongols. Nous avons déjà présenté les défis probables de la force d'invasion mongole. Avec une armée croisée bien équipée en action, il y a de fortes chances qu'un général aussi sage que Subutai ordonne un repli. Rappelez-vous le repli de Baïdar face à l'avancée de Venceslas de Bohême en Pologne. Les Mongols, se déplaçant plus rapidement qu'une armée européenne, ne croiseraient sans probablement jamais la croisade de Louis et Fernando. Il y a de fortes chances que Subutai ait battu inflige de lourds dégâts en pillant des zones non défendues pendant leur retraite. Néanmoins, l'Europe est défendue avec succès, repoussant les Mongols. Dans le cas où les Mongols rencontreraient réellement Louis et Fernando au combat, à peu près tout peut arriver. Une victoire chrétienne comme une victoire mongole sont possibles, mais les Mongols sont déjà affaiblis par les difficultés évoquées précédemment, tandis que les croisés sont probablement bien approvisionnés et bien positionnés. Comme nous l'avons déjà évoqué, il est peu probable qu'une armée mongole arrive jusque-là, ou choisisse d'aller aussi loin. Mais si nous devons envisager cette possibilité, il faut accepter que nous parlons d'une armée mongole affamée et mal approvisionnée, affrontant une armée occidentale bien nourrie et bien approvisionnée. Cette armée occidentale est mieux armée et mieux équipée que celle que les Mongols ont affrontée à Maï et à Legnikos. L'armée chrétienne compte probablement de nombreux arbalétriers, pouvant contrer les archers à cheval mongols. De plus, les Mongols affrontent désormais beaucoup plus de chevaliers lourdement blindés que ceux qu'ils ont rencontrés en Hongrie ou en Pologne. Nous pourrions très bien assister à une victoire décisive de la coalition européenne. En fin de compte, cette dernière partie de la vidéo n'est que spéculation, mais elle nous aide à aborder certaines des questions entourant l'idée d'une conquête mongole de l'Europe. La première partie de cette vidéo est plus utile, analysant le déroulement des véritables campagnes mongoles en Europe, les premières invasions de la Hongrie et de la Pologne. En analysant objectivement ces campagnes, il est plus facile de comprendre pourquoi les Mongols n'ont jamais conquis l'Europe. En réalité, malgré les succès militaires de ces campagnes, elles démontrent qu'une telle conquête était sans doute impossible. Les croisés ont-ils déjà formé une alliance avec les Mongols contre l'un de leurs différents ennemis, Sarrasins ? Dans cette vidéo, nous répondrons à cette question. Au XIIIe siècle, les Mongols ont conquis une grande partie du cœur du monde musulman, s'emparant de la Perse, de la Mésopotamie et de l'Anatolie. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup en chrétienté latine aient envisagé des opérations conjointes entre les Européens occidentaux et les Mongols contre les puissances sarrasines. Saint Louis IX de France a passé le début des années 1250 dans les États croisés d'outre-mer, où il a agi en tant que dirigeant de facto. Il a amélioré les châteaux et l'établissement militaire. Pendant cette période, Louis a entamé des négociations avec le Grand Khan, souverain de l'Empire mongol. Louis a proposé une alliance conjointe entre le Khan et lui-même, visant les puissances musulmanes de Syrie et d'Égypte. Louis a exprimé les idéaux spirituels de la croisade au Grand Khan, mais ces concepts étaient essentiellement incompréhensibles pour les Mongols, qui ne combattaient tant pas pour des idéaux religieux, mais uniquement pour le pouvoir. L'objectif final des Mongols était en fait la conquête mondiale. Le Khan considérait le roi Louis comme un petit chef, souverain d'un royaume insignifiant qui devait finalement être absorbé par l'Empire mongol. Dans sa réponse à Louis, le Khan eut l'audace d'exiger que Louis cède la France et envoie un tribut annuel aux Mongols. Louis, bien entendu, rejeta cette proposition absurde, et les négociations échouèrent.
Cependant, l'Arménie chrétienne et Antioche offrirent un tribut aux Khan, et sous le commandement du général mongol Kitpuka, un historien chrétien, ils participèrent à une invasion de la Syrie. Une autre vidéo abordera cet épisode en détail, car il mérite un traitement complet à part. En 1271, le prince Édouard d'Angleterre arriva à Acre à la tête d'une petite force d'environ 1000 soldats, lançant ainsi la modeste campagne connue sous le nom de 9e croisade. Édouard, en examinant ses options face aux Mamelouks, envoya une ambassade auprès du souverain mongol de Perse, Abaga Khan. Abaga répondit très positivement à la demande d'Édouard. Après avoir discuté de la question, nous avons décidé de notre côté d'envoyer à votre aide Samagar, le chef d'une puissante armée. Ainsi, lorsque vous discuterez entre vous des autres plans impliquant ledit Samagar, veillez à prendre des dispositions explicites quant au mois et au jour exact où vous engagerez l'ennemi. Édouard a mené un raid sur la ville de Kakun, tenue par les Mamelouks, tandis que les Mongols dévastaient les terres tortant autour d'Alep. Cependant, des troubles internes au sein de l'État mongol ont détourné l'attention d'Abaga du territoire mamelouk, et ses troupes se sont retirées. Édouard n'a jamais eu les effectifs nécessaires pour lancer une grande campagne contre les forces massives du sultanat mamelouk, mais ses efforts ont abouti à un traité de paix de 10 ans entre les États croisés et les Mamelouks. En fin de compte, ce que nous venons de discuter représente l'essentiel de ce que l'on pourrait qualifier d'alliance croisée mongole. Dans la chrétienté latine, certains théoriciens discutant des stratégies possibles pour de futures croisades continueraient à envisager l'idée d'un effort commun entre les mondes mongols et chrétiens latins, mais une telle planification n'a jamais abouti à une entreprise militaire substantielle.